J'ai un hôtelier qui me racontait justement que même les gens qui font du walking, en fait, ils arrivent à la réception et puis ils prennent leur téléphone et ils réservent. Ils réservent en Voilà, direct. en Ils veulent direct. s'assurer que tu puisses leur donner le meilleur tarif. Voilà. Ils réservent et après, s'ils ont un compte chez un booking.com, par Ouais. exemple, avec des tarifs, ils te le réservent en direct. Ouais. Petit conseil aux hôteliers, quand vous avez un walk-in, bon, faites-lui une meilleure offre en direct. Il est devant vous, c'est l'occasion de prendre une résa Et- en En direct. direct, exactement. Connaissez-vous cette entreprise française qui équipe plus de 17 000 hôtels dans le monde? The Edge est le leader européen des technologies hôtelières. Derrière cette machine de guerre du digital, il y a des experts qui façonnent l'avenir de l'hôtellerie. Et mon invitée est l'une d'entre elles. Elle pilote la stratégie marketing et communication de The Edge, suit de près les tendances du secteur et connaît sur le bout des doigts les enjeux de la distribution hôtelière. Bonjour Isabelle Falk. Bonjour Maxime. Tu es ici un monument au sein de The Edge. Il y a une grande histoire à raconter. Il y a des gens qui nous écoutent, d'autres qui nous regardent. Pour ceux qui ne voient pas, est-ce que tu peux commencer par nous dire où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Alors nous sommes dans les bureaux de The Edge, les bureaux parisiens, rue des Archives à Paris, dans le 3e. Et des bureaux assez sympas, décorés assez joliment, Ouais. voilà, assez chaleureux. C'est agréable. Alors d'habitude, je fais plutôt les entretiens filmés dans les hôtels, mais je veux dire que quand on a des locaux comme ça, c'est aussi très agréable. Ouais. Donc, Et on aime en faire profiter aussi nos clients. On fait pas mal de pots, des drinks, parce qu'on a une très belle terrasse aussi. Alors là, c'est encore un petit ouais, peu tôt on est dans un peu l'année. tôt en saison. Voilà, Je reviendrai pour la partie apéritif. avec plaisir, avec plaisir. Est-ce que, je disais à l'instant, tu es un monument, ça fait longtemps que tu travailles dans ce secteur, particulièrement donc le marketing, la distribution. Moi, ce qui m'intéresse, alors évidemment, on va parler de The Edge, on va parler beaucoup de distribution, mais toi, en tant que personne, avant ça, qui est-ce que tu es? Alors un monument, waouh. Ouais, un monument, Yes. je t'ai mis la pression, maintenant, Ouais. il va falloir me décrire ça. Alors qui je suis? Moi j'ai une carrière marketing en fait, vraiment, quasiment exclusivement. J'ai commencé, à part dans la banque au tout début de ma carrière, j'ai eu que des métiers dans le marketing et je pense que j'ai vu toutes les facettes du marketing, chef de produit, chef de marché, événementiel, etc. En France, à l'étranger, etc. Et plus j'ai pris des responsabilités, plus je suis aussi allée vers le métier de la communication et de la marque. Donc ça, c'est pour mon aspect professionnel. Mmh. Et personnellement, j'ai pas mal bourlingué. En fait, moi, j'ai passé la moitié de ma vie où je restais jamais plus de 2 ans dans le même pays. Et puis la moitié de ma vie où j'ai pas bougé. Je suis dans le même appartement, dans la même maison depuis la moitié de ma vie. Voilà. À Paris. Hein? À Paris, puisque Près tu de travailles dans Paris, près de Paris, exactement. D'accord. Et dans la partie où tu voyageais avant, c'était toujours autour de ces métiers de marketing, distribution, et dans quel continent qu'on se Alors, rencontre? non. Quand j'ai voyagé, c'était plutôt dans mon enfance, D'accord. avec mes parents Ah oui. qui bougeaient, etc. Et en fait, moi, ma première relation à l'hôtellerie, j'avais 8 ans parce que mes parents ont acheté un hôtel, justement, à Bordeaux. Incroyable. ça a Et en été- plus à Bordeaux, magnifique. Et à Bordeaux, bah voilà. Je sais qu'on a ce point commun. Voilà, et ça a été une première expérience où, enfant, j'ai découvert le contact avec les gens. Pour moi, c'était un petit paradis quand je rentrais de l'école. Voilà, c'était une clientèle de représentants, donc c'était pas un truc de luxe, etc. Mais vraiment un rapport à l'humain et à l'accueil que j'avais beaucoup aimé. Et tes parents étaient des hôteliers ou c'était leur première expérience? Pas du tout, pas du tout. Non, c'était leur Ah oui. première expérience. Ouais. Incroyable. Ouais. Et ils ont adoré aussi, mais après, bon, la vie a fait qu'ils ont arrêté, mais ouais. Toi, ça t'a pas donné envie de progresser plutôt dans la partie opérationnelle de l'hôtellerie? Non. Souvent, c'est quitte ou double, hein. C'est soit tu quittes cet environnement-là, soit au contraire, Alors, tu veux progresser là-dedans. moi, je pense, en fait, je suis pas un entrepreneur dans l'âme, etc. Mais je pense que j'ai toujours un peu ce rêve, effectivement, d'avoir un hôtel, mais qui me garde. Peut-être que, voilà, ma vie est pas finie. Il est jamais trop tard. Exactement. J'ai eu sur ce podcast une entrepreneur de 55 ans qui Voilà. ouvrait son restaurant. Voilà. Donc, il est jamais trop tard pour se Exactement. lancer. C'est jamais trop tard. J'ai une fille qui a fait Vatel. Voilà. Très bien. Donc, je sais pas, peut-être qu'un jour, on fera une Et oui. entreprise familiale. Why not? Ce serait très Ouais. drôle. Et bien, écoute, pour l'épisode 2, ce sera transmission familiale entrepreneuriale. Mais je te laisse le temps de réfléchir à ton idée et on en discute. Ça marche. Une fois le projet lancé. Donc, sur cette deuxième partie de vie où tu es principalement à Paris, qu'est-ce que tu as fait? Je comprends que c'est par la partie communication, marketing. Comment est-ce que tu es arrivé dans cette entreprise ici qui est The Edge? Je veux bien un peu que tu nous donnes quelques flashs. Alors, je suis arrivée ici avec, en fait, en prenant à chaque fois des opportunités. Ça n'a jamais été un trajet que j'ai au départ décidé. C'est à chaque fois des opportunités qui se présentent. Donc, comme je te disais, moi, je suis née dans le marketing depuis la sortie de mes études.
travaillé en Angleterre chez Visa dans les études de marché. Et ensuite, quand je suis rentrée en France, j'ai intégré Amadeus, qui est un GDS, et où là, j'ai découvert l'univers de la tech pour le monde du tourisme. Et donc, après 14 ans passés quand même chez Amadeus, j'ai intégré alors une entreprise qui s'appelait pas Diège à l'époque, peut-être qu'on pourra en parler, Bien sûr. et dont voilà, qui est aussi de la tech, mais pour le milieu de l'hôtellerie. Je fais cette brève parenthèse GDS, Amadeus, parce que autant à une époque, notamment la mienne, on l'apprenait beaucoup en école hôtelière, autant maintenant, c'est un peu moins sur le devant de la scène. Comment est-ce que tu présentes un GDS comme Amadeus, qui en plus est un des géants de ce secteur-là? Alors moi, je le présente plus beaucoup, hein, le GDS. Alors tu veux dire après Dans le sens, la compréhension pour nos auditeurs, il y en a peut-être qui savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que ça fait en fait dans tout ce travail, et ça va être lié à ce qu'on va se dire après probablement. Alors je vais me faire taper sur les doigts, je pense, par les GDS, parce que d'ailleurs il y en a plus un qui se présente en tant que GDS. En général, il se présente comme solution tech, etc. Mais la partie GDS, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment la centralisation de toute la distribution. Donc pour une agence de voyage, elle va trouver dans le GDS les réservations de vol, les réservations d'hôtels, les réservations de train, etc. Donc c'est des systèmes, c'est des gros systèmes qui en temps réel permettent à des organisateurs de voyage, des distributeurs de voyage, voilà, de vendre tout ça. Voilà. Donc c'est des gros tuyaux qui connectent les compagnies aériennes, les systèmes de train, les hôtels. On gardera l'image des gros tuyaux qui connectent. Et ça, ils vont me taper sur les doigts. C'est pas grave. Ils vont pas aimer. Tu travailles plus pour eux, on peut y aller. Mais c'est intéressant aussi pour les hôtels d'ailleurs. Enfin, c'est vrai que tu disais, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les GDS. C'est quand même, ça reste une partie de la distribution hôtelière qui est à peu près constante, à peu près entre 8%, qui sont vraiment des réservations à plutôt forte valeur ajoutée pour les hôtels, parce qu'il s'agit principalement d'une clientèle de corporate, enfin de voyageurs d'affaires, donc qui ont plutôt tendance aussi à acheter des extras, etc. Mais qui passent par des agences, et ces agences-là, elles utilisent le GDS comme ce fameux tuyau qui est un canal pour pouvoir réserver en fait l'hôtel directement. Exactement. Alors elles passent soit par des agences directes, c'est-à-dire qu'en mettant direct, soit par ce qu'on appelle des self-booking tools, donc comme des sites internet personnalisés pour les grosses entreprises. J'imagine Coca-Cola, par exemple, ils ont leur système interne pour faire des réservations. Et ça passe via les GDS. Et sans les GDS, les hôtels ne peuvent pas du tout accéder à cette clientèle. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que le voyageur d'affaires de Coca-Cola, ou autre, il ne va pas réserver tout seul. Il va passer par ce système-là. Donc, si l'hôtel veut sa clientèle, il n'a pas vraiment d'autre choix que de... C'est un point essentiel, mais c'est vrai que je voulais dès maintenant accentuer là-dessus parce qu'on a tendance à l'oublier. Aujourd'hui, on parle beaucoup de marketing direct, de présence online, qu'on peut faire énormément de choses. Pour autant, et tu le dis bien, il ne faut pas oublier ce canal parce qu'il est essentiel dans tout ce dont on va parler de distribution, et finalement, on parle de quoi? C'est de chiffre d'affaires. Exactement. Donc c'est essentiel d'avoir pas ce pour canal. tous les hôtels. Hein. L'hôtel de mes parents, qui était quand j'étais petite, par exemple, c'est pas du tout un hôtel qui aurait été intéressé par des GDS. Voilà. Mais en fonction de ta typologie d'hôtel, de ta situation, ça peut être hyper intéressant. Ouais. Et donc après cette quinzaine d'années chez Amadeus, qu'est-ce que tu as fait? Et après Amadeus, eh bien, j'ai rejoint une société qui s'appelle Fastbooking à l'époque, et qui vendait de la tech pour les hôtels. Et j'ai eu la chance en fait de vivre une super aventure, parce qu'en tant que co-marketing à ce moment-là, en fait, on a très rapidement en fait fusionné. Je vais peut-être arriver dans l'histoire de Diège aujourd'hui. Ouais. Donc on a... Tout le travail pour moi, c'est très bien. Si tu veux bien, je vais m'installer tranquillement dans le canapé. Écoutez, sont confortables. Donc, Fastbooking, en fait, qui était quand même plutôt spécialisé dans le digital marketing, qui faisait vraiment la partie logicielle aussi, mais très forte expertise en marketing digital, très fortement implanté en Asie et en France, a fusionné avec Avel Pro, qui faisait du logiciel, et très fortement aussi implémenté en Europe, etc. Donc, en tant que directeur marketing, j'ai participé à cette fusion et à la création d'une nouvelle marque, parce qu'on voulait une marque qui effectivement reflétait ces deux univers en fait, qui étaient les deux pieds, vraiment le marketing digital et la partie vraiment logiciel et tech, dans une seule marque, dans une seule value proposition, comme on dit en bon marketing, pour les hôtels. Et voilà, donc on est arrivé à la création de la marque The-Edge. Donc je suis rentrée chez The-Edge en 2015, mais en fait The-Edge n'existe que depuis 2019. C'est génial, voilà. Oui. Mathématiquement, en effet, il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre tout à l'heure. Maintenant, c'est beaucoup plus clair. Donc The-Edge est la fusion de deux entreprises aujourd'hui, enfin à l'époque. Et alors aujourd'hui, une dizaine d'années plus tard, qu'est-ce que ça fait The-Edge? Qu'est-ce que vous proposez?
Alors, Diège, déjà, peut-être, je vais te raconter un peu le nom quand même Avec plaisir. avant de te dire, parce que, comme j'étais là, il y a plein de gens qui se posent la question, en fait, déjà qui ne savent pas le prononcer, qui vont dire Diège, etc. Donc, c'est pas grave, mais la prononciation, c'est effectivement Diège. Et quand on a créé cette marque, l'idée, c'était de faire ressortir aussi un peu notre côté unique et donc différent dans ce monde de grosses sociétés tech qui sont plutôt déjà en code couleur, qui sont plutôt du rouge ou du bleu, voilà, Oui. très traditionnel. Donc nous, on a fait quoi? Rouge et bleu. Du violet. Du violet, Ça exactement. aussi, tu me fais réviser Voilà. à l'école les mélanges de couleurs. Voilà. L'idée était aussi un peu de se différencier pour même à travers la couleur du logo, de dire on a une proposition de valeur un petit peu différente. Et dans le nom également, donc The Edge, pourquoi? Parce que Edge, c'était pour le côté techno, at the edge of technology. Edge en anglais, c'est d'être toujours un petit peu au top. Enfin, voilà, presque sur le toit, au sommet, au sommet, un truc qui va passer à la chose suivante. Donc ça, c'était un petit peu important. Et le D, c'est pour tout ce qu'on fait, en fait. C'est la distribution, la data, le digital, le design, parce que la simplicité d'utilisation, c'est extrêmement important. Voilà pour le nom, pour la petite histoire. C'est hyper intéressant de comprendre l'histoire. Et je me pose cette question aussi en discutant avec toi. Les anciennes équipes de Havel Pro, Facebooking, elles travaillent encore chez The Edge. Ça aussi, ça a fusionné ou est-ce que ça n'existe plus du tout? Ah oui, non, ça a fusionné. Ben, j'en suis, j'en suis un exemple. Alors après, c'est comme tout le temps. Je veux dire, dans une fusion d'entreprise, tu adhères ou tu adhères pas. Je veux pas dire qu'on n'est pas dans un monde non plus. Bien sûr, il y a ceux qui partent, qui adhèrent pas à cette nouvelle marque. Exactement. Et il y a ceux, qui restent. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont restés de cette époque, des deux équipes. Et je pense que voilà, et on parle de The-Edgers, je pense qu'on a une vraie communauté The-Edgers. Les The-Edgers, voilà, c'est ça. Ce sont les employés ou sont aussi les clients utilisateurs? Non, les The-Edgers, ce sont les employés. Les employés, voilà, j'adore. Voilà. Et les clients, ce sont nos chers clients. Très bien. Voilà. Donc tu es un monument The-Edger. On comprend bien pourquoi je t'ai surnommé T'es The-Edgeuse. Pourquoi je t'ai surnommé monument au début de cet épisode. Explique-nous alors ce que fait aujourd'hui en 2025 The Edge. Qu'est-ce que vous proposez? Oui, alors The Edge, bon, tu connais bien l'hôtellerie. Tu sais que quand tu vas dans un hôtel, tout a l'air super simple, tant mieux, mais tu connais derrière les coulisses de l'hôtellerie. Tu sais que c'est pas si simple, que c'est extrêmement complexe, qu'un hôtel, il va utiliser 6-7 solutions, plus ou moins maintenant plutôt technologiques, pour pouvoir servir le client avec le niveau de service qu'un client attend. Donc, qu'est-ce que fait The Edge, justement? C'est qu'on propose toute une gamme de solutions qui vont permettre à l'hôtelier de servir son client vraiment sur toute cette chaîne de la partie, aller dire à client que l'hôtel existe et l'attirer, donc via le site, via du marketing digital, via de la recherche, enfin aussi des outils de veille tarifaire pour être sûr que l'hôtel est au bon prix, le moteur des réservations, le CRO, enfin, le channel manager, etc., etc. Le paiement, ça c'est hyper important, le CRM, le checking online, etc. Donc vraiment toute cette chaîne-là, on va accompagner l'hôtel en proposant une suite de solutions, ce qu'on appelle. Et pourquoi ça simplifie? C'est parce qu'en fait, toutes ces solutions, elles sont déjà interconnectées. Et donc, il suffit d'avoir ensuite un PMS, parce que ça, on ne fait pas du tout la partie PMS. Donc, tu as le PMS et The Edge, globalement, tu roules bien ton hôtel. Voilà. Parce qu'en effet, il n'y a pas si longtemps que ça, pour moi, The Edge était juste, entre guillemets, un channel manager. J'avais l'impression que c'était principalement pour ça qu'il était connu. Mais en fait, ce que tu dis, c'est que vous avez quasiment une solution pour chaque étape du parcours client digital. Exactement. Et vous allez répondre du début du pré-check-in, de l'avant, même la réservation, jusqu'à séjour et post-stay. Exactement, tout à fait. Par des solutions alors qui sont soit à la carte, tu peux prendre juste par exemple que du marketing digital si déjà tu es équipé et tu es dans un contrat long terme, soit vraiment l'ensemble des solutions voilà, du CRM, je dis, au moteur de réservation, au CRO, au paiement. Voilà. On ne va pas nommer les 13 solutions, il y en a beaucoup, je crois que j'en connais donc quelques-unes, mais tu peux peut-être nous partager les dernières actualités de The Edge. Je sais que ça a encore beaucoup bougé dans les derniers mois. Quelles sont les dernières news? Ah oui, on est toujours en mouvement chez The Edge. Alors les dernières, pas si récentes, mais quand même, je pense, importantes à citer. Il y avait l'acquisition d'Equero, qui était justement une agence de marketing digital avec lesquelles on travaillait déjà depuis très longtemps en termes de partenariat. Donc on les a rachetés et ils font partie vraiment maintenant de The Edge et ça nous a permis de créer justement notre agence de marketing digital chez The Edge qui s'appelle The Edge Agency.
Et c'est aussi une particularité de ça, c'est-à-dire que ça nous permet en fait d'avoir, on a 60 experts dans cette The Edge Agency qui vont aider les hôtels à développer leur présence sur online et également jusqu'au site web, d'accord? Et l'intérêt de ça, c'est qu'on a vraiment des experts qui sont dans les deux domaines, l'hôtellerie, parce que tu vends pas ta chambre d'hôtel comme tu vends ta paire de chaussures, voilà. Et la Au cas où il y avait encore des gens qui avaient un doute. Exactement. Et alors, il y a des, enfin, je t'en reparlerai, mais il y a des trucs un peu rigolos justement à citer là-dessus. Très bien. Et la partie vraiment marketing digital et expert en e-commerce, parce qu'il s'agit quand même de ça, c'est-à-dire faire en sorte que le client va réserver sa chambre et acheter sa chambre. Donc ça, c'était une actualité qui est maintenant absorbée, etc., mais je pense importante quand même à rappeler. Complètement. Deuxième actualité, toujours quand on parle d'acquisition, on a également racheté une pépite française qui s'appelle Landjup, que je pense que beaucoup de tes auditeurs connaissent. On connaît très bien, puisque Landjup a été donc le sponsor 2 fois de suite sur ce podcast. D'accord. Et on a eu Bruno Lanvin, donc, qui avait créé DMBook, qui avait été racheté par Landjup, qui est venu sur ce podcast. Donc je renvoie les passionnés qui ont envie de creuser cette partie-là, mais on connaît bien ici. Ouais. Voilà, donc on a toute l'équipe maintenant Landjup qui a intégré The Edge, qui est d'ailleurs dans nos bureaux aujourd'hui, qui nous permet justement de rajouter cette brique en fait CRM qui est hyper importante. Enfin, plus que CRM d'ailleurs, ils font du checking online, ils font le DMBook comme tu parlais, qui est sur la partie opération. Voilà, et donc ça c'est une actualité aussi importante pour The Edge. En termes de produits, on a quand même près de 270 développeurs, enfin personnes dans la R&D, donc voilà, ça. Il y a beaucoup de travail qui est fait sur l'évolution de nos solutions existantes. Maintenant qu'on a toute cette gamme, donc on a étendu la gamme, comme je te l'ai dit, et maintenant on développe, on améliore les fonctionnalités de notre gamme. On est très fort en connectivité, c'est-à-dire que comme on parlait de l'écosystème hôtelier, mais un hôtel, il a besoin de se connecter à des outils, il a besoin de se connecter à son PMS, etc. Donc tout ça, on a un réseau, en fait, un écosystème de connectivité hyper fort. On est hyper puissant là-dessus. Et pour ceux qui aiment les chiffres, aujourd'hui, The Edge, en nombre, je sais pas comment vous appelez ça, d'agences, de sièges, de pays, ça représente quoi? Alors, en chiffres, alors quelques chiffres. On a 17 000 hôtels, effectivement, dans le monde. On est on doit servir des clients sur une bonne cinquantaine de marchés. Et on est présent, nous, physiquement, sur 25 pays. Donc, beaucoup en Europe et en Asie, comme je te le disais. D'accord. Oui, voilà. Donc, France, en Europe, sur 20 après les hôtels français. Et pourquoi 25 emplacements, agences ou bureaux comme ça? Est-ce qu'on peut pas tout gérer depuis Paris? Non, on peut pas tout gérer. Alors ça fait aussi partie de l'ADN de The Edge. On est une boîte tech, mais où l'humain est vraiment important. Alors je sais que c'est hyper cliché de dire ça, mais c'est vrai. Nous, on mesure vraiment le score de satisfaction client, d'ailleurs, qui est à 97,6%. C'est vraiment et qu'on améliore tout le temps. On sait que surtout dans le B2B, ton outil, c'est ton outil de travail et c'est ton business. C'est-à-dire que si ton outil ne marche pas, c'est ton chiffre d'affaires qui va pas, etc. Donc, il y a une vraie connaissance de ça par les The Edgers. Et donc, il y a toute une partie support qui est hyper importante. On accompagne les hôtels lorsqu'ils prennent nos solutions, on fait de l'onboarding, on fait du support client, etc. Donc, tout ça a besoin d'être localisé. On a besoin de parler la langue du client dans un maximum de cas. Donc, on peut pas, évidemment, on n'a pas toutes les langues du monde, mais déjà dans nos outils, on a plus de 60 langues. Et ensuite, dans la partie support, on essaie d'assurer une proximité par rapport au client, sans qu'il soit jamais seul. C'est hyper important parce que si on parle de croissance, de développement d'une entreprise tech comme The Edge, en fait, en une dizaine d'années, vous avez une expansion qui est folle. Et j'imagine que le fait d'avoir une implantation un peu plus locale, ça vous permet de mieux comprendre aussi vos marchés, mieux échanger avec vos clients et puis d'assurer une croissance pérenne. Ben oui, exactement. On est là aujourd'hui et l'épisode il va sortir au mois de mars. Juste après une actualité, j'ai eu la chance de recevoir en avant-première un rapport, donc le Hotel Distribution Report 2025. Alors je l'ai pas imprimé en papier, mais je l'ai en digital. Bah, c'est bien, c'est plus voilà, question d'être un peu éco-responsable et c'était plus facile à lire pour moi. Moi je l'ai beaucoup parcouru et merci de me l'avoir partagé. Mais l'idée c'était aussi d'échanger avec toi, qui est une experte, par rapport à ce rapport, par rapport à ces tendances qui, si je l'ai bien compris, tu vas nous le préciser, sont des chiffres de 2024 et un petit peu avant, c'est ça?
Oui, alors ce rapport-là, effectivement, c'est un rapport sur 2024 et effectivement, on compare, on fait une évolution par rapport à 2022, 2023 et D'accord. 2024. Donc, des données principalement de 2024, évidemment, il sort en 2025, Ouais. puisque vous avez Bilan, rassemblé toutes les données en exactement. bilan. Ma première question, c'est déjà pourquoi ce e-book? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Et peut-être aussi des personnes qui ont envie d'aller plus loin que ce qu'on va se dire, qui voudraient le télécharger, comment est-ce qu'on pourra faire? D'accord. Alors pourquoi ce e-book? On a parlé plusieurs fois d'écosystème. Je pense que c'est aussi le rôle de The Edge, en fait, de contribuer à l'écosystème. Donc on a de la chance, parce qu'on a tous ces 17 000 clients, donc on a de la donnée qui transite par nos systèmes. Donc l'idée, c'est de restituer en fait ces données pour donner en fait du benchmark un petit peu aux hôtels. En fait, on a tous dans nos boulots respectifs besoin de nous comparer, de savoir finalement est-ce qu'on fait moins bien, est-ce qu'on fait mieux que les autres, et pas juste pour dire on fait mieux ou moins bien, c'est se dire finalement si je fais moins bien, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire mieux et pour être plus performant. Donc c'est un peu le principe de ces e-books. C'est pas le premier qu'on fait. On en fait au moins 2 par an sur la distribution globale ou sur la partie marketing digital, qui est plutôt ce rapport-là. On fait pas mal de papier. On essaye de retransmettre en fait, de restituer les tendances qu'on voit grâce aux hôteliers, et puis de leur apporter un peu de sens et puis de recul. Ça, c'est le pourquoi. Donc, il y en a plein d'autres sur notre site. Ils sont tous disponibles sur notre site, donc dans la rubrique blog. Très bien. Voilà, en On téléchargement. mettra de toute façon tous les liens en description de cet épisode. Téléchargement, voilà, complètement gratuit. Facile d'accès. Alors, tu parles de tendances. Oui. Moi, j'ai très envie de savoir quelles sont les tendances 2024/2025, puisqu'on comprend bien qu'elles vont probablement déborder sur cette année. Quelles grandes tendances est-ce que vous avez un petit peu évaluées dans ce rapport-là? Alors, ce rapport-là, il traite sur la partie marketing digital. Donc, je vais t'en reparler globalement. Bon, déjà, la tendance de fond, c'est que la digitalisation de la distribution hôtelière, elle n'est pas encore finie, hein, puisque alors nous, dans nos systèmes, on ne voit que la partie qui est faite online. On ne voit pas la partie qui est faite par quelqu'un qui va à l'hôtel directement réservé ou qui appelle l'hôtel, etc. Mais ça, tu as d'autres études qui le montrent. On est aujourd'hui à peu près 65% de la distribution qui est maintenant online. C'est pas fini. Voilà. Alors, il y a des gens que ça surprend. Je trouve ça presque peu, pour être franc. Voilà. Alors, il y a ceux qui trouvent que c'est peu, ceux qui trouvent que c'est beaucoup. Donc, ça veut dire qu'il y a encore 35% de personnes qui réservent au téléphone, puisque ça, c'est pas du online. Par email. Donc, par email, ça, on considère que c'est pas du online. C'est pas du online. Et par contre, la réservation directe sur le site web du client, c'est du là, on online. est sur Exactement. du online. Exactement. Donc, les canaux principaux que tu me cites, c'est emailing et téléphone. Ça rentre dans ces... Emailing, alors dans le Pardon, sens... pas emailing. Email direct du à l'hôtel, voilà, pas c'est ça. emailing. Ou il arrive encore que des clients se présentent directement... le fameux walk-in. Le walk-in qui disparaît parce que j'ai un hôtelier qui me racontait justement que même les gens qui font du walking, en fait, ils arrivent à la réception et puis ils prennent leur téléphone et ils réservent. Ils réservent en direct. En Ils direct, veulent s'assurer que tu puisses leur donner les meilleurs tarifs. Voilà. Ils réservent et après, s'ils ont un compte chez un booking.com, par exemple, avec des tarifs, ils te le réservent en direct. Il n'y a rien de plus insupportable d'ailleurs pour l'hôtelier. Et petit conseil aux hôteliers, quand vous avez un walk-in, faites-lui une meilleure offre en direct. Il est devant vous, c'est l'occasion de prendre une résa en direct. En direct, exactement. Je fais juste une parenthèse, mais c'est assez impressionnant ce que tu donnes comme chiffre. Et moi, ça me fait aussi écho à un autre challenge que j'ai dans les hôtels que j'accompagne, de quid du département de réservation. On m'a déjà posé la question, est-ce qu'aujourd'hui le département réservation, il a encore un futur ou pas? En fait, quand j'entends cette statistique, tout de suite, je me dis oui, puisqu'il y a un énorme volume j'imagine que c'est pas tous les hôtels, mais peut-être certaines typologies d'établissements, qui traitent énormément d'emails clients directs et d'appels téléphoniques. Exactement. D'ailleurs, je vais faire un peu de placement produit, mais c'est vrai que chez Diète, on a développé un outil qui s'appelle le CRO, qui permet justement aux agents de réservation de prendre la réservation comme sur un booking engine, justement, et que ce soit traité comme une autre réservation. Voilà. Donc ça, c'était une tendance. Alors, je pense qu'effectivement, il y a des situations très très différentes d'un hôtel à l'autre sur cette partie digitalisation, sur la partie où ça dépend où ils se trouvent dans le monde, ça dépend de leur clientèle. On voit quand même que ça va accélérer encore plus. Ça change quand même un peu les équilibres, cette partie-là.
parce qu'on a quand même aujourd'hui une génération qui monte en puissance et qui maintenant a du pouvoir d'achat. Oui. Avant, on disait oui, mais ils n'ont pas les mêmes modes de consommation, mais ils ont peu de pouvoir d'achat. Si, mais maintenant, la nouvelle génération, elle travaille. Tous les Y sont sur le pont du travail et les Z y arrivent déjà largement et certains peuvent se payer des nuits d'hôtel, ça c'est certain. Exactement, voilà. Donc ça, c'est une génération qui est hyper connectée, effectivement, qui est hyper digitale. Donc je pense qu'on n'est pas sur les 65% de réservations en ligne. Je crois qu'il y avait un chiffre de Skift qui disait que 75% des gens aujourd'hui s'attendent à pouvoir réserver, notamment sur le mobile. Ça, c'est hyper important parce que quand on parle de digital, c'est pas juste de réserver de ton desktop, c'est de réserver sur le mobile. Même si on voit qu'il y a encore un décalage entre il y a beaucoup de recherche qui est faite sur le mobile, un petit peu moins de réservation en proportion. Oui. Mais néanmoins, ça joue. Si ton site, par exemple, en tant qu'hôtelier, il n'est pas responsive, il n'est pas sympa sur mobile. Oui. Déjà, on pourrait presque les noter au fur et à mesure de ce que tu dis, mais moi les conseils ils arrivent très clairement. Bon, si en 2025 votre hôtel il n'est pas responsive, votre site web d'hôtel il n'est pas responsive, on oublie. Oui, il est responsive, il est rapide, parce que encore une fois, c'est une génération hyper impatiente. Enfin, oui. Et alors quand je dis une génération impatiente, il y a un truc qui s'appelle, j'ai oublié le nom, mais c'est le principe de dire que quand tu as vécu une expérience en tant qu'utilisateur quelque part, tu vas avoir tendance à attendre cette même expérience ailleurs, si elle est bien, même si c'est pas du tout le même secteur. C'est-à-dire qu'avant, un hôtel, il se comparait à un autre hôtel, d'accord? Il disait, si l'hôtel d'à côté, il fait du petit déjeuner inclus, il faut que je fasse du petit déjeuner inclus. Aujourd'hui, ça dépasse juste ce milieu-là. C'est-à-dire que toi, en tant qu'utilisateur, tu vas commander quelque chose sur, alors ne pas le citer comme Amazon, tu vas commander, tu vas recevoir ton produit le lendemain, on va te faire une recommandation pour un nouveau produit. Tu vas aimer l'expérience. Quand tu vas réserver ton hôtel, tu vas t'attendre à avoir la même rapidité, le même niveau de service, le même proposition après. Donc, même si c'est des domaines très différents, et moi, ça s'appelle Liquid Expectation. Ça me revient. Comment tu dis? Le Liquid Expectation. Liquid Expectations. Moi, je suis complètement dans cette cible-là. Typiquement, j'ai du mal à comprendre qu'aujourd'hui, en 2025, je puisse pas réserver. Alors moi, mes auditeurs le savent, je suis beaucoup en déplacement. Je fais tout sur mon mobile en déplacement. J'ai besoin d'avoir une très bonne connexion Internet partout et de pouvoir réserver facilement partout, en un clic, un hôtel. Si le site n'est pas responsive, si on ne voit pas, enfin tu sais, si cette fenêtre de réservation, elle n'a pas l'air sécurisée et la partie paiement qui est derrière, elle n'a pas l'air sûre, je n'y vais pas. Bien sûr. Et je vais réserver un autre établissement ailleurs. Voilà, exactement. Et alors tu fais partie, je crois que tu as 3/4 des gens aussi qui s'attendent en fait à pouvoir faire tout ce qu'ils faisaient physiquement, à le faire online, et notamment tout ce qui est transactionnel en fait. Aujourd'hui, tu penses que tu n'as pas de valeur en fait à avoir un échange avec quelqu'un si c'est pour faire une transaction, pour réserver quelque chose, pour demander quelque chose, faire ton checking online. La relation avec l'autre, elle a pas de valeur. Donc autant le faire tout seul sur ton téléphone. Ce qui est tout le challenge en effet des hôteliers que j'accompagne notamment, de comment est-ce que on garde la valeur et on apporte une valeur ajoutée ailleurs dans l'expérience du service et on utilise le digital pour se débarrasser de la partie la moins fun et la plus transactionnelle. Exactement. Et c'est pas donc ça rend service à l'hôtel aussi parce que mine de rien, c'est quand tu regardes je sais pas, prenons le checking online. Si tu arrives à économiser 3-4 minutes par personne, etc., à la fin de la journée, c'est quelques heures. Ton client, il t'en veut pas, au contraire, il est reconnaissant parce que lui aussi, il a gagné du temps. Voilà. Le seul truc qui est très, très irritant pour les clients, c'est le fait que la data qu'ils vont te donner ne soit pas utilisée, en fait. Donc, contrairement à ce qu'on pense, les gens, ils sont assez prêts à laisser leurs données. Si cette donnée, elle est bien utilisée. Voilà. Et donc, ça aussi, c'est une tendance qui ressort. Oui. C'est quelque chose. D'accord. Parce que moi, de ma perception, il y a un paradoxe ici. C'est que on déteste donner nos données. Donner nos données, je répète, on aura compris. En revanche, on adore qu'on soit surpris et qu'on aille chercher des informations. Et enfin, moi, je l'ai vu beaucoup dans le 5 étoiles et dans le Palace notamment. Les clients adorent qu'on aille chercher des choses sur leur réseau ou des informations qu'ils ont pu subtilement ou pas subtilement nous donner et qu'on les utilise. Et si au contraire, on ne les utilise pas, ils considèrent que le service n'est pas personnalisé. Par contre, mettre un email pour recevoir une newsletter et rentrer dans nos bases de données, là, c'est souvent le challenge. Oui, parce qu'en fait, ils ne voient pas la valeur. En fait, c'est toujours une question de pourquoi tu donnes ta donnée et qu'est-ce que tu en attends en échange. Si ta donnée
alors on va arrêter de donner des données, mais tu laisses ton nom, ton email, etc. pour faire ton checking online et que au final, faut que tu refasses la queue 10 minutes à l'accueil, tu es en colère en fait. Tu vois, tu es frustré. Mais, donc laisser un email pour recevoir tes contacts pour recevoir un email, c'est pas forcément ce que tu attends en tant Oui. qu'utilisateur. Donc je comprends que les hôtels aient besoin d'envoyer des emails, mais il faut justement pour récupérer ces données qu'ils offrent en fait quelque chose qui ait une vraie valeur pour l'utilisateur et ensuite ils peuvent envoyer leurs emails. Complètement. Je ne sais pas si à ce stade, tu as déjà des conseils pour les hôteliers, tu vois, pour inciter leurs clients à mieux donner leurs emails. Moi, j'essaye toujours d'inciter à expliquer en fait le pourquoi est-ce qu'on demande l'email et dire qu'on ne va pas les spammer toutes les semaines, mais que c'est pour pouvoir leur proposer des expériences personnalisées. Mais je ne sais pas si toi, tu as d'autres conseils ou d'autres bonnes pratiques que tu constates. Non, mais tu as raison. Enfin, en plus, moi, je n'ai pas de conseils à donner après à chacun. Chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai par contre, il y a des moments importants. Et je suis de tourner en rond sur le checking en ligne. Mais ça, par exemple, ça peut être aussi un moment où tu as l'opportunité de demander l'email au client ou demander des petites questions en plus qui vont te permettre, je sais pas, est-ce que vous venez souvent dans cette ville? Tu vois, tu vas juste répondre oui ou non. Bah, si tu Oui. réponds oui, l'hôtel, il sait que du coup, tiens, lui, je vais pouvoir lui envoyer un email là, pour Personnaliser essayer, derrière. et puis pour essayer de le faire revenir, parce que Eh c'est oui. quelqu'un qui va revenir. Donc, autant qu'il revienne dans mon hôtel. Hmm, Voilà, donc c'est trouver les bons moments, en fait, de demander ces données. Je oui. suis d'accord qu'il faut arriver à montrer la valeur de ce que tu vas faire avec ça Oui, et de le prouver. Voilà, parce que complètement. si tu le fais pas et que tu déçois, c'est compliqué toujours de revenir sur une image. Et donc après, en effet, bien exploiter ces données que, en tant qu'hôtelier, tu as récupérées. Donc pour Exactement. ça, fort. Et Ouais. les bons logiciels et les Et les bonnes bons méthodes. outils, oui, tu as raison. Complètement. Tu as d'autres tendances, que j'ai plein d'autres questions pour toi. Est-ce qu'on est bon sur les grandes tendances que tu voulais partager? Oui, non, mais alors, donc voilà, c'est les grandes tendances, c'est ça, c'est la digitalisation, c'est la notion d'expérience, vraiment pour l'hôtel qui est Hmm, essentielle. Et moi, je trouve que c'est plutôt une tendance positive et une bonne nouvelle pour les hôteliers parce que je me rappelle il y a quelques années, je pense que c'était au moment de l'émergence des plateformes alternatives de réservation, voilà, d'hébergement. Et il y avait cette problématique un peu que l'hôtellerie devenait une commodité en fait. oui. Et c'était un peu le risque qu'un hôtel, ça devenait une nuit un lit. Mhm. Je pense qu'avec la notion d'expérience, c'est une très bonne nouvelle pour les hôteliers parce que c'est ce qu'ils savent faire. Voilà. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui est très positif pour le business hôtelier d'aller proposer aux clients cette expérience-là et pas se vendre juste comme un lit, un prix. Hmm. Il y a quelque chose de crucial à saisir dans ce que tu dis là, où en effet bien utiliser ces tendances pour comprendre que la valeur ajoutée, elle est. Alors bien sûr, on a ces outils, c'est génial, ils vont nous permettre en tant qu'hôtelier d'améliorer notre quotidien, mais la valeur ajoutée elle est dans notre service. Je dis nous en tant qu'hôtelier au quotidien auprès de nos clients, les équipes, ce qu'on peut apporter comme valeur ajoutée, comme humanisation aussi de la Ouais. relation. Et ça, je pense que c'est important de le comprendre parce que souvent j'ai un peu cette mauvaise compréhension de dire oui, mais aujourd'hui, on peut être 100% digitalisé et donc on n'a plus besoin de toutes ces équipes. Là, de ce que je ressens des chiffres et des données, des tendances que tu nous partages, c'est que clairement, oui, il y a de la digitalisation de plus en plus fort, mais qu'elle laisse aussi une belle place finalement à l'humain là-dedans. Exactement. Ouais. Mm. Pour moi, la digitalisation, elle remplace le transactionnel, comme je te le disais. Oui, Pas tout le reste. ouais, ouais, excellent. Dans ce rapport, il y a quelque chose qui m'a interloqué sur le coût de la Mm. distribution directe sur le business hôtelier. En fait, ma question c'est euh, déjà quel est ce coût-là pour ceux qui ne le connaissent pas encore de la distribution directe et c'est quoi l'enjeu, pourquoi est-ce que c'est aussi stratégique finalement pour un hôtelier? Alors, le coût de la distribution, alors on est d'accord, on parle vraiment, moi je te parle du online, là, hein, Oui, donc pas effectivement par la personne qui va rentrer à l'hôtel physiquement. Donc le coût, en fait, on l'a calculé, c'est en moyenne 3,5%. Donc globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça oui. veut dire que lorsque tu vas recevoir sur ton site internet une réservation de 100 euros, tu vas avoir 3,5% de ce montant-là qui va être en fait destiné à payer tout ce que tu vas faire pour avoir cette réservation. Donc D'accord? en amont, Donc en les amont, campagnes ton marketing. site, Oui. ton moteur de réservation, ta campagne marketing, donc tout ce qui est marketing digital pour attirer des gens sur ton site, etc. Donc toute la partie de techno globalement. Donc le payant, tout ton trafic payant et non payant, si on reviendra peut-être à cette Oui. différentiel, globalement ça coûte 3,5% à un hôtel.
Voilà. Donc ça, c'est un coût qui est hyper, c'est important parce que c'est vrai que c'est souvent une question qu'on pose parce on compare le direct à l'indirect, donc on va comparer une agence en ligne, une commission, mais on n'a Ouais. pas enfin souvent il n'y avait pas ce référentiel. On sait que les outils sont chers, mais on ne savait pas quel était le coût du Tout le monde direct. sait, et ça paraît évident, que Ouais, le direct c'est mieux parce qu'en fait je paye moins. Mais le ouais, 3,5, typiquement, pour voilà, moi, c'est une donnée qui est complètement nouvelle. exactement. Et surtout, elle prend en compte vraiment tous les aspects, y compris marketing digital. Mhm. Alors, c'est important, le direct. Encore une fois, enfin, chacun fait ce qu'il veut, et chacun a sa stratégie, et toutes les stratégies sont bonnes. Le seul truc, c'est d'y réfléchir avant et de savoir pourquoi on prend les décisions. Oui, Donc, ces outils-là, ils te permettent de prendre des décisions et ensuite de faire tes stratégies en fonction d'éléments tangibles. Donc, le direct, pourquoi c'est important? Il y a quand même un aspect aussi déjà stratégique du direct. Je crois que j'avais écouté un des podcasts précédents que tu avais fait. Une personne qui t'est intervenue, qui parlait, est-ce que tu veux louer ta clientèle ou est-ce que tu veux acheter ta oui. clientèle? Est-ce Enfin, que est-ce tu que vas être tu loues tes locataire clients? ou Voilà, c'est ou propriétaire? propriétaire de tes clients. C'est Mathias Vivier Merle, on parle de Voilà, communication. exactement. Donc, il y a quand même cet aspect stratégique qui est hyper important et je trouve que la formulation, elle est juste. Donc, à long terme, est-ce que dans le direct, effectivement, tu es propriétaire de ton client? Tant que tu arrives à le satisfaire. Et ensuite, il y a un aspect vraiment financier, et c'est ça que cette étude, elle met en avant, Mhm. c'est quand même l'impact, en fait, d'avoir du direct dans ta distribution, d'avoir un mix. On sait bien qu'on n'aura jamais 100% direct, ou alors, Bien sûr. voilà, c'est pas le propos, d'accord? Le propos, c'est vraiment, en tant qu'hôtelier, d'avoir le contrôle sur ta distrib et de faire le meilleur mix possible de tes canaux de distribution. Ouais. On parlait des GDS, ça en fait partie également, etc. Mais voilà, et pour optimiser en fait ton coût. Je veux bien qu'on pousse ce curseur-là de la Ouais. réservation directe. Euh, Quels canaux publicitaires, finalement, tu peux utiliser aujourd'hui pour réserver plus de résa direct? Parce que moi, dans ma tête, ok, je comprends que c'est 3,5 du coup. Donc, si je compare à un OTA, que je vais payer 15 ou 20% de ma réservation, ou plus. Ouais, parce Ouais. qu'avec maintenant les programmes de fidélité, etc., enfin, tu as C'est certains hôtels qui peuvent atteindre jusqu'à 28%. Ouais, 28%. ouais. Waouh. Sur des booking.com, par exemple? Je cite pas de nom parce que après ils ont de la valeur, hein, Oui. mais voilà, enfin, je veux dire, la fourchette peut monter. En tout cas, qu'on se rende bien compte, voilà, ça coûte énormément Ouais, cher. Moi, je me dis, je suis hôtelier, j'ai de la marge sur ce curseur de réservation directe, je peux dépenser plus d'argent oui, pour augmenter mes réservations directes parce qu'il y a énormément de marge entre 3,5 et 15, 20 ou 28%. exactement. Justement, c'est quoi les canaux à pousser? Ce serait quoi la bonne stratégie selon toi? Alors, c'est là où le marketing digital intervient. Ce que montre aussi l'étude, c'est que globalement, dans tes réservations sur ton site, tu as à peu près 2 tiers des réservations qui proviennent de ce qu'on appelle du trafic gratuit. Gratuit, il faut quand même avoir un site web, donc ça, Oui, on a bien tenu compte quand même ce du qu'on appelle coût. le SEO. Alors, le SEO ou le direct, c'est-à-dire si tu es allé à un hôtel, je ne sais pas, hôtel de la Poste, que tu as beaucoup aimé, si tu vas directement sur www hôtel de la Poste, tu arrives directement. D'accord? Donc Hmm. ça, c'est pas du SEO, c'est toi qui... Ou si l'hôtel de la Poste t'envoie un email, parce qu'il avait fait, il avait te demandé dans ton checking en ligne si tu revenais souvent dans cette ville et tu avais dit oui, tu as envoyé un email, tu as cliqué pour je réserve, tu arrives directement sur son site. D'accord? Donc Excellent. c'est pas du SEO là. Hmm. Mais c'est globalement du trafic gratuit. Oui, Et tu as effectivement le SEO, qui est ce qu'on appelle donc organic search, où là tu vas taper je cherche un hôtel sympa à Tours, voilà, et là si l'hôtel de la Poste apparaît parce qu'elle a été bien référencée, oui. c'est gratuit, c'est le SEO. Donc ça c'est 2 tiers aujourd'hui du trafic des sites web des hôtels, ça arrive de ces formes de trafic-là. Il y a 1 tiers supplémentaire donc qui arrive du marketing digital. Et donc là, ce sont toutes les campagnes d'achat de mots-clés. Par exemple, tu peux mettre acheter hôtel de la Poste Oui. déjà, Mm. premièrement, parce que si toi tu le fais pas, ben, les outils ils le font. Oui. Et voilà, et donc quelqu'un, tu vas chercher hôtel de la Poste et tu vas pas faire attention et tu vas aller Hmm. réserver l'hôtel de la Poste sur l'agence en ligne. Voilà. Donc ça, c'est toute la partie marketing Oui. digital. Ça, je traduis pour un hôtelier Oui, très simple ou un client qui prendrait une réservation. Concrètement, quand vous cherchez ces fameux hôtels, c'est les fameux liens sponsorisés qui exactement. arrivent en haut de la page En haut de la Google. page. Et alors c'est quelque chose aussi que montre l'étude, c'est que en fait les pages, alors Google ça reste quand même l'acteur numéro un en fait dans les moteurs de recherche Oui. dans le monde. Il y a que quelques pays comme en Chine, etc. où ils sont pas là, mais donc ça c'est
Et en fait, les pages en fait, de résultats de Google, elles changent. Donc, au fur et à mesure du temps, des contraintes. Là, il y a ce qu'on appelle le Digital Market Act de l'Europe qui aussi a contraint Google à revoir en fait ses pages de résultats, ce qui fait que cette partie en fait organique, elle a tendance un petit peu à arriver en bas des écrans et que si tu n'as pas de lien payant, bah, tu risques de louper ton client. Concrètement, on t'oblige un petit peu à un moment ou à un autre à payer Payer. pour arriver en première page. Voilà. C'est le jeu de Google. Hein. Mais alors, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que malgré le fait que tu as payé ta pub, c'est là où ton coût, même avec de la pub, ça va être à 3,5%. Pourquoi? Parce qu'en fait, le 3,5, il est calculé, j'espère que je ne vais pas perdre tout le monde avec les chiffres, mais il est calculé de ces deux sources de trafic, hein, donc la partie gratuite et la partie payante. La partie gratuite, on a estimé à 1,7%, c'est-à-dire ça te couvre ton site web, ton SEO, d'avoir fait, voilà, ton moteur de recherche, donc ça te couvre tes aspects techno, et la partie payante qui est environ à 7%. Globalement, toute la partie marketing digital te coûte à peu près 7%. Voilà. Donc les deux cumulés font ces 3,5%. C'est excellent. J'espère en effet qu'on n'ait pas perdu tout le monde. Mais moi, dans ma tête, il y a une éruption qui se fait. C'est que là, je me dis, je suis hôtelier, je suis en train d'écouter cet épisode. Demain, je mets tout en place pour pousser à fond Marisa Direct parce que je pensais que les conseils que tu es en train de nous donner allaient s'ajouter à 3,5. Là, tu me dis qu'ils sont déjà dedans. Donc, j'ai encore plus de marge pour aller pousser cette réservation directe au maximum et utiliser d'autres canaux dont tu vas continuer de nous parler juste là, j'en suis sûr. Si tu fais un calcul rapide, par exemple, tu prends un hôtel qui est à 100 € sur 100 chambres. S'il est à 100% sur les outillés, globalement, ça va lui coûter, il va recevoir 240 000 € de résultats par mois, parce que moins les 20%, disons, d'outillés. Si tu passes juste 30% de ce trafic en direct, l'hôtel, il va gagner 15 000 € de plus, c'est-à-dire de revenus supplémentaires. Okay. Voilà. Donc 15 000 € en période où tu as du mal à recruter, en période où tu as du mal à payer les gens, tu vois, à proposer des salaires, voilà, on prend et ça te permet, toi, de faire quand même beaucoup d'autres choses, justement, sur cette partie expérience client. Excellent. Donc tu peux reprendre là sur ce que tu expliquais, ce que moi j'aurais appelé le SIA, finalement, la partie payante, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux pousser en direct? Alors, en fait, c'est comme dans tout, c'est-à-dire que il y a rarement un parcours voyageur qui va être juste je prends mon téléphone mobile, j'achète un mot-clé et je clique et je vais à l'hôtel. C'est-à-dire que notre recherche d'hôtel, elle va être multimodale, tu vas passer de ton portable à ton téléphone et à ton desktop, tu vas aller regarder, tu vas voir des mots-clés, tu vas aller sur les meta-search, donc tu vas aller voir, je sais pas, peut-être TripAdvisor, etc. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué de dire un hôtel, faites juste un type de publicité digitale. Il y en a plein, il y a des meta-search hyper important, donc Google Hotel Ads par exemple, qui jusqu'à présent en plus était assez intéressant financièrement, enfin l'est toujours pour les hôtels, mais parce que petite particularité de Google, alors c'est un peu plus technique, mais les meta-search, donc c'est des comparateurs en fait de tarifs. Et donc Google depuis pas si longtemps que ça, avec notamment Google Hotel en fait partie. Ouais, c'est ça. Ouais. TripAdvisor, Trivago. Alors, j'imagine que Booking.com en fait quand même partie parce qu'ils ont ce côté-là comparateur aussi. Alors moi je le considère pas comme ça. Tu le mets vraiment dans la partie outillée. Donc Trivago en fait partie. C'est ça, Trivago. Okay. Et donc dans Google Hotel Ads, qui est quand même assez aussi prépondérant, hein, dans l'étude tu verras le poids de Google Hotel Ads parmi tous les autres comparateurs, il est extrêmement important. Mais donc ça, ce sont des campagnes payantes. Ça permet en fait pareil à l'hôtelier, à l'hôtel d'être représenté et d'envoyer le client directement sur son moteur de réservation lorsque le client va cliquer. Et Google proposait ce qu'on appelait des free booking links, c'est-à-dire la possibilité pour l'hôtel d'avoir aussi un lien gratuit. Alors c'est pas toi qui décides, hein, évidemment, comment c'est appliqué, mais globalement, il y avait quand même beaucoup de réservations qui se faisaient via ce lien gratuit pour les hôtels, ce qui fait que le coût en fait de la publicité, le meta-search, n'était pas très très cher. Là, ça a un peu tendance à augmenter parce que ce Google Free Booking Link, ça a un peu tendance à disparaître. Donc là, il y a un dernier call pour les hôtels, je dirais,
allez-y vite. Et puis encore un créneau à aller Je ne sais pas prendre. combien de temps ça va durer, prenez ce que vous pouvez prendre, voilà. Mais il est quand même fort probable que ces free booking links Ouais. vont disparaître ou en tout cas être de Très bien, moins ouais, importants. hyper Ouais. précis. Tu disais justement que Google représentait une énorme partie. Alors, corrige-moi si je me trompe. Moi, j'ai noté donc que Google captait plus de 85% du marché du search et du meta search. Comment justement un hôtel peut-il en tirer parti sans être trop dépendant de Google? Alors, comme je le disais tout à l'heure, tu as quand même déjà 2 tiers de ton trafic direct qui est du non payant. C'est-à-dire que tu vas pas aller donner des sous à Google directement. Donc déjà, ça, c'est vraiment Oui. l'optimiser, c'est-à-dire ton SEO, c'est le travailler, faire en sorte que ton hôtel soit bien référencé, faire en sorte que ton site il soit, comme on l'a dit, responsive, qu'il soit rapide, qu'il soit attirant. Voilà, donc ça c'est pour la partie, au moins les gens qui vont sur ton site, d'essayer de les convertir au maximum. Et après, ben, pour Google, ben, il y a quand même des outils, enfin, ils marchent en fait. C'est efficace, c'est ce qu'il faut voir hein, à la fin. Donc c'est efficace. Le retour sur investissement, il est quand même très bon sur le search. Voilà. C'est ça qui est important. Après, il y a également d'autres canaux, par exemple le social media ads a tendance à se développer. Et ça, c'est des choses sur Ceux les qui sont allergiques aux anglicismes, c'est là, ils vont les avoir mal réseaux aux oreilles, sociaux, mais pardon. c'est clairement les réseaux sociaux. C'est toute la partie Et la partie retarget. payante Voilà, des des réseaux réseaux sociaux. sociaux. Donc, c'est d'aller faire de la pub sur quelqu'un qui est allé voir ton site, par exemple, et d'essayer d'aller le recapter au moment où il est sur les réseaux sociaux. Ouais. En fait, ce que je comprends, il y a une énorme complexité. Tu parles donc de social, donc les réseaux sociaux, de Google. Comment est-ce que l'hôtelier il peut jongler entre tout ça? Il y a un bon mix à avoir. Ça dépend comment trouver son équilibre. Alors, effectivement, c'est un mix. Tu parles de mix, c'est important. Pour capter le maximum en fait de clients, il va falloir que tu ailles utiliser plusieurs outils. Donc, on a parlé du search, donc des mots-clés, Oui. les meta-search, donc les comparateurs de prix, et ce qui émerge aujourd'hui, ce qu'on voit pas mal, qui marche bien, c'est la partie publicité sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, par exemple, un voyageur va aller sur le site de l'hôtel, va le quitter sans avoir réservé. On va aller le cibler, Oui. mais au moment où il utilise des réseaux sociaux pour refaire de la pub Ouais. pour ton hôtel. Et ça, pour bien comprendre, je pose des questions volontairement naïves, mais c'est les cookies que tu acceptes sur le site qui te permettent après d'aller faire ce qu'on appelle du retargeting, je crois. Absolument, c'est du retargeting. Alors, ce qu'on voit, c'est que par exemple, il y a tout ce qu'on appelle les banners, les displays, etc., ça baisse parce que justement, avec les cookies, policy, ça devient très compliqué. Mais c'est pour ça qu'il y a toutes ces autres alternatives de publicité. Après, faut pas se cacher, c'est-à-dire que c'est quand même un monde d'experts, le marketing digital, ça va hyper vite, Oui. c'est très complexe, donc on essaye de simplifier ici, mais soit tu as des gens qui sont experts et qui continuent à se former, etc. Nous, c'est pour ça que nous, on a l'agence The Edge Agency avec voilà, cette expertise-là. On est Google Premier Partner, on est Meta Partner. Et ça, en fait, ça va simplifier le rôle de l'hôtelier. En fait, il nous confie. Et clairement, un hôtelier débutant, quelqu'un comme tes parents à l'époque qui ouvrirait en ce moment un établissement, je comprends qu'il soit un petit peu étouffé et tu vois un petit peu. C'est presque anxiogène. Ah oui, c'est anxiogène. Je suis d'accord. Il y a énormément de choses et je sais pas, enfin évidemment j'imagine que tu vas dans l'idée que se faire accompagner c'est un bon conseil, mais aussi de le prendre étape par étape et puis d'essayer. Je pense qu'il faut tenter quelque chose. Si je fais du ads sur les réseaux sociaux, eh bien j'essaye sur un réseau social, je vois ce qui marche et de faire un petit peu des allers-retours comme ça. Oui, tu as raison, c'est le mot-clé. Enfin aujourd'hui c'est ça, c'est le mot-clé, c'est try, tu vois, tu essayes et tu regardes ce qui le marche, test and learn constamment. Test and learn. Mais ça demande du temps. Ça demande quand même d'avoir des gens dédiés dessus, etc. Voilà, c'est pour ça que, honnêtement, enfin, je refais un deuxième placement au produit, mais c'est vrai que d'utiliser des équipes comme les nôtres pour s'occuper du digital marketing de l'hôtel, c'est surtout que, en écho à ce qu'on disait tout à l'heure, moi je reprends toujours à ce 3,5, je m'en remets pas de ce chiffre-là. Le budget supplémentaire que j'ai, c'est-à-dire l'argent que je peux récupérer en direct, en fait je préfère utiliser ce budget-là avec une agence digitale qui va m'aider à aller augmenter mon trafic direct. Exactement. Et finalement mon chiffre d'affaires et fin mot de l'histoire, mon bénéfice par chambre d'hôtel. Exactement. Puis en plus si tu continues, admettons on va parler d'un cercle vertueux, ce client en fait que tu as capté par du marketing digital et pour lequel tu as un peu payé,
une fois qu'il est à toi et qu'il va revenir, toi, tu peux aller l'adresser en direct. C'est là où tu peux lui envoyer tes emails, tu peux lui faire des offres commerciales. Propriétaire ou locataire, on y Voilà, revient. propriétaire locataire, même sur ton site, c'est-à-dire que tu as des programmes aujourd'hui, tu as les outils justement techno. Nous, ce qu'on propose, c'est que l'hôtel peut reconnaître en fait le client qui est déjà venu et lui proposer un tarif particulier, voilà, fidèle, de client fidèle, de mettre en place des systèmes de fidélité assez simples. On ne parle pas des points que tu échanges, qui sont chers, etc. Mais tu as des systèmes où tu peux dire t'es gold ou t'es silver, et ça, c'est des choses que les hôteliers aussi peuvent mettre en place assez simplement maintenant grâce à la technologie, et du coup qui te permettent d'aller rechercher en direct sans repayer par le marketing digital finalement. Complètement. Tu as déjà donné énormément de conseils, mais si tu en avais peut-être un dernier à la lumière de ce rapport qu'on est toujours en train d'utiliser comme support, en direction de nos hôteliers, quel conseil serait-il? Alors, un conseil qui s'applique à tout le monde, encore une fois, ce serait sur le pricing. En fait, c'est même si on parle d'expérience, etc., mais la notion avec tous ces canaux où ton hôtel est disponible, c'est d'avoir une offre exclusive sur ton site web en direct. C'est-à-dire jamais avoir une chambre moins chère sur un outillé. Voilà. Ça, c'est qu'après, quoi que tu fasses, ton marketing ne servira à rien. Oui. Voilà. Donc le principe, c'est quand même avoir ça. C'est le principe de base. Enfin, j'ose croire qu'aujourd'hui c'est évident pour tout le monde, mais il y a quelques années, c'était pas le cas, c'est-à-dire qu'il fallait donner son meilleur prix aux OTA. En France, c'est la loi de parité, je crois, qui permet ça, qui d'ailleurs n'est pas appliquée dans tous les pays d'Europe. Il me semblait que ça se développait, mais c'est pas Alors encore si, le cas partout. maintenant D'accord. ça s'est généralisé. Donc c'est un très bon point à savoir. Ouais. En fait, ce que tu dis, c'est faites un tarif plus bas, plus avantageux sur votre site, ou une offre plus intéressante en fait. J'offre le petit déjeuner sur mon site alors qu'il n'est pas sur un OTA. Après, justement, moi j'avais quelqu'un de l'agence ici, marketing digital, qui nous avait montré, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais l'impact quand même du prix, c'est-à-dire même si tu as 1 euro de différence, est clé. Donc il n'y a pas besoin non plus d'avoir 50 euros de moins cher. Voilà. Mais psychologiquement, il y a un effet psychologique que le client va quand même regarder les tarifs et va être attiré par quand même le. Et en plus, aujourd'hui, tu parlais de Google. Moi, typiquement, je suis ce voyageur rapide qui n'a pas beaucoup le temps, qui regarde sur mobile. Je regarde un site sur Google, souvent c'est via Google Maps, donc je tombe sur la fiche Google My Business. Je vois les différents OTA ou autres comparateurs et je vois le tarif direct de l'hôtel, si ça a été bien paramétré. Si celui-ci est le moins cher, je clique directement dessus, je réserve là-dessus. Voilà. Exactement. C'est QFD. Donc voilà, moi s'il y a une seule règle à appliquer, etc., c'est déjà celle-là. En faisant déjà cette et il y a beaucoup d'hôtels qui le font pas. Oui, et puis alors des charges, ça peut être compliqué parce que la façon dont les outils aussi recalculent les tarifs peut être compliqué, mais là aussi il y a des outils pour faire de la veille, pour vérifier qu'on est bien à parité partout. Il peut y avoir de temps en temps un oubli de quelqu'un. Voilà. Oui, complètement. Pour ceux qui veulent aller plus loin, rendez-vous dans le rapport. Rendez-vous dans le rapport. Et alors, il y a celui-là, il y en a plein d'autres d'ailleurs. Voilà, je vous encourage à les lire. Et avec un peu plus de légèreté, je te propose un petit jeu. Ouais, j'adore les jeux. Parfait. Tu vas voir, celui-ci, tous mes insiders le connaissent. Il s'appelle mots-clés contre bénéfices. Tu redonnes les règles. Tu partages un mot-clé de ton choix. Et les personnes qui laisseront ce mot-clé sur YouTube notamment, et aujourd'hui on fait un gros effort sur la qualité de la vidéo, donc on espère les voir plutôt sur YouTube. Donc les personnes qui mettront ça obtiendront un bénéfice de ton choix. Et la parole est à toi. D'accord. Donc je te donne les bénéfices, alors les cadeaux? Donne-moi déjà le mot-clé. Le mot-clé. Le mot-clé, on va faire simple puisqu'on simplifie l'hospitalité. On va faire The Edge, mais attention, il faut l'écrire correctement. Très bien. Et en lettres capitales. En lettres majuscules, c'est hyper important. En lettres majuscules, parce que notre logo, il n'est pas en lettres majuscules, mais ça, c'est une image, c'est un logo. Mais par contre, lorsqu'on écrit The Edge, on l'écrit en lettres majuscules. Très bien. Voilà, donc The Edge. Et alors, ce que je pensais, c'était un peu, ça fait écho à notre conversation. Alors, j'offre un audit SEO, donc justement par nos équipes, nos équipes vont aller voir le site de l'hôtel et vont regarder effectivement en matière de SEO, est-ce qu'il y a des choses qui sont pas bien, est-ce qu'il y a des choses améliorables, etc., avec des recommandations à la clé. Donc ça c'est fait par notre agence The Edge Agency.
Et puisqu'on a parlé des GDS tout au début, je propose également un audit GDS. Pareil, ça permet aux hôtels de voir s'ils sont bien. Alors là, ça s'adresse à des hôtels qui sont déjà sur les GDS, mais de voir s'ils font bien tout ce qu'il faut pour être aussi vendus au mieux, parce que les GDS, c'est un peu comme le reste, hein, c'est-à-dire qu'il y a une question de positionnement, il y a une question de wording, il y a une question de mettre des photos, etc. Des règles un petit peu à part de ce canal-là, et c'est important aussi pour les hôtels. Voilà, donc au choix, en fonction. Au choix. Donc Voilà. tu offres J'offre de chaque. un de chaque. Comment on Voilà. les sélectionne? On fait un tirage au sort? On va faire un tirage au On sort, fait un tirage au s'il y a sort. beaucoup de Ok, très bien. de Je le candidats. dis aux insiders qui vont laisser ce commentaire. Si vous écrivez sous pseudo, vous m'envoyez un print screen sur LinkedIn, s'il vous plaît, avec le pseudo, comme ça je sais que c'est vous et moi je peux vous mettre en relation directement avec Isabelle Lezé, équipe de The Edge, et on organise le fameux audit. Excellent. Écoute, merci beaucoup. C'est précieux ce type d'audit avec l'expertise de chez The Edge. Mais je t'en prie. Je te propose qu'on termine avec mes questions signatures. Là aussi, elles sont assez connues sur ce podcast. On va parler beaucoup plus de toi cette fois-ci. La première question, c'est un voyage dans le temps. Si tu pouvais te déplacer dans le temps à un autre moment de ta carrière ou de ta vie plus généralement, quand est-ce que tu voyagerais, à quel moment et qu'est-ce que tu changerais? Alors moi j'aime beaucoup voyager. Je suis pas sûre que j'aimerais les voyages dans le temps. J'aime pas trop ça. Je suis pas tellement côté c'était mieux avant. Euh, et en plus je suis persuadée, il y a des dictons, des citations qui le disent, que l'expérience en fait elle ne sert qu'à ceux qui l'ont vécu. C'est très Oui. compliqué en fait vraiment d'expérience. Donc moi je reviendrai en arrière pour me dire quelque chose. Je pense que je m'écouterai pas. Voilà. Donc partant de là. Ouais. C'est bien d'en avoir conscience. Voilà, c'est bien. Donc je me dirais peut-être achète des actions Google. Oui, Voilà, typiquement. Ouais. typiquement. Va acheter du Bitcoin au début, C'est ça, au début du exactement. lancement, et Voilà. 2-3 choses qu'on ne pourra jamais faire. Ouais. Très bien. Mais c'est bien aussi d'être en adéquation avec qui on est à l'heure actuelle. Tu as, sur le sujet marketing distribution ou pas du tout, une recommandation de lecture? Alors non, j'adore lire, mais je lis plutôt des romans. Très bien. J'arrive pas beaucoup à lire justement des bouquins d'études, donc je me tiens au courant différemment. Beaucoup avec mes équipes d'ailleurs. Moi j'ai des équipes assez jeunes qui aiment bien apprendre, et donc j'apprends beaucoup là-dessus. Je me tiens au courant. J'ai des réseaux de pairs aussi par lesquels voilà, je suis en formation permanente, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'ouvrages à recommander dans Ok. cette matière. Ça me va, on n'est pas obligé de lire. On vient de parler déjà d'un énorme rapport de distribution. Voilà, On n'est pas obligé oui, d'avoir voilà, un exactement. livre sur de la distribution. Eh bien, alors donne-nous ton livre de chevet. Alors, actuellement, ça s'appelle La Promesse, mais c'est pas celui-là dont je voulais vous parler. Celui qui m'a marqué là le plus récent, c'est Les Guerriers de l'hiver, Olivier Norek, et d'abord que je trouvais super bien écrit. Et en plus, j'aime bien quand même ces romans qui ont un fond historique, où tu n'es pas que dans de la fiction. Et donc ce livre traite de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, mais en Finlande. Donc le conflit URSS-Finlande, que j'ignorais en fait. C'est vrai que c'est pas du tout un aspect de la guerre, de Seconde Guerre mondiale qu'on voit nous à l'école. La Finlande, je pense que c'était pas. C'était hyper. D'abord, c'est très bien écrit. Ça résonne vraiment, vraiment avec l'actualité. Voilà. Et ça donne vraiment un regard aussi sur les despotes et je suis toujours hyper étonnée par comment en fait un peuple, enfin des millions de gens peuvent se laisser diriger par la folie d'un homme. Voilà. Mais ça règle pas le problème. Et voilà. Mais très bien écrit, hyper intéressant sur la culture finlandaise, sur les paysages, sur voilà, le régime de la terreur, ce que ça fait faire aux hommes. Voilà. Toujours intéressant de relire, et même dans un contexte actuel. Oui. Absolument. Une citation favorite? Alors moi, je suis plus dicton que citation. Voilà. Ça nous va. Parce que, d'abord, les citations, je trouve ça toujours très beau, ça résume super bien, et tu dis, mais comment, effectivement, la personne arrive à résumer en une phrase une foultitude de sentiments. Mais je trouve que c'est plutôt des choses qu'on utilise après, etc. Moi, les dictons, ça me guide un peu. Donc, j'ai toujours des dictons, genre le mieux est l'ennemi du bien. Ça va mieux, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Et en fait, ça dicte un petit peu tes comportements. Voilà. Donc, c'est vrai que ça va sans dire. C'est là, je les aime bien déjà. Voilà. Ça va sans dire, ça va mieux en le disant. Je trouve que c'est tellement, enfin, c'est important, et c'est vrai que là, on parlait de communication, de dire les choses
et de fait de ne pas présumer aussi ce que les gens peuvent penser ou croire, etc. C'est hyper important. Et je trouve qu'il y a une application au quotidien, voilà, qui est intéressante. se Donc, je tatouer suis la une femme sur des chaque bras. dictons, et puis voilà. Et en plus, comme ça, je participe à transmettre des dictons. Très bien, merci beaucoup. Après toi, pour nous parler ou de distribution, d'excellence de service, tous les sujets d'hospitalité qu'on aime sur ce podcast, qui aimerais-tu voir et entendre sur Hospitality Insiders? Alors, nous, on a pas mal de clients, je trouve, qui ont des histoires, des angles super intéressants. Il y en a une peut-être, Frédéric Couper, qui est le groupe Schroeder, qui est une très bonne experte de l'hôtellerie, du marketing digital, etc. Je pense qu'elle aurait un regard intéressant à t'apporter. Très bien, écoute, tu nous mets en relation. J'en ai pas parlé, hein, Mais voilà. elle n'est pas au courant, elle va le découvrir quand elle écoutera cet épisode. Et si tu nous mets en relation d'ici là, je prends la suite avec elle. Avec plaisir. Avec joie également. Quelqu'un qui aimerait donc continuer cet échange avec toi, quel est le meilleur moyen de te contacter? Oh, bah, sur LinkedIn. Ouais, sur LinkedIn. Isabelle Falk. Voilà, Isabelle Falk, on me trouve sur LinkedIn. Alors, ne pas confondre avec Isabelle Falk Pirotin, qui était... Très bien, on cherche Qui est mon Isabelle homonyme, Falk, tout The simple, Edge. voilà. A priori, on devrait trouver assez facilement. On arrive à la fin de cet épisode, donc c'est le traditionnel message aux insiders. Si tu avais un tout dernier message, et c'est le seul moment de l'épisode où je ne rebondirai pas, donc à faire passer à nos insiders, quel message serait-il? Alors, je vais faire passer un message. Alors, je te disais que je n'aimais pas trop les citations, mais là, ça, on va mettre une citation. En plus, et c'est un message qui n'est pas lié à l'hôtellerie en général, mais qui est plus lié à notre quotidien aujourd'hui, que je trouve un petit peu morose, et qui est une citation d'Alain, et qui dit « Le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté ».